Bonsoir à tous. Dans cette vidéo introductive, on va reparler un petit peu de ce qu'on appelle un espace vectoriel. Donc, dans ce chapitre, on notera K, c'est soit R, soit C, puisque la théorie des espaces vectoriels marche aussi bien sur les réels que sur les complexes. Donc, on fait la même théorie pour les deux, et tout du long, on note K, qui est soit R, soit C, et selon les exemples auxquels on applique notre théorie des espaces vectoriels, on choisira l'ensemble de nombres qui va bien. Et donc, du coup, c'est quoi un espace vectoriel? L'observation de base, je pense, c'est que vous connaissez toutes sortes d'objets mathématiques différents, complètement différents, rien à voir, mais qui ont néanmoins des opérations similaires qu'on peut faire dessus. Prenons par exemple les polynômes de degré 3 à coefficient d'horaire. Pourquoi pas, ça ou autre chose. Si vous avez deux polynômes à coefficient réel de degré 3, vous pouvez les sommer. Donc un polynôme de degré 3, ça a cette tête-là, A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3. Un autre polynôme de degré 3, ça a la tête par exemple de B0 plus B1x plus B2x2 plus B3x3, où les AI et les BI sont des réels. Vous pouvez sommer le polynôme, ça vous donne les deux polynômes P et Q, ça vous donne un nouveau polynôme dont les coefficients sont les sommes des coefficients de P et des coefficients de Q. Et ce truc-là est à nouveau un polynôme de degré 3. Un polynôme de degré 3, vous pouvez également le multiplier par un réel lambda. Vous multipliez chaque coefficient par le réel lambda, ça vous donne un nouveau polynôme de degré 3. Remarquez que par contre, si on multiplie deux polynômes entre eux, le degré risque de changer. Donc le produit, par contre, ça nous donne un polynôme de degré supérieur, mais on sort de l'ensemble des polynômes de degré 3. Les vecteurs du plan maintenant, ils n'ont pas l'air du tout de se comporter pareil, ça n'a rien à voir, les vecteurs et les polynômes, a priori. Néanmoins, si vous avez deux vecteurs, vous pouvez les sommer. Et si vous avez un vecteur du plan et un réel lambda, vous pouvez multiplier le vecteur u par le réel lambda. Par exemple, sur mon dessin, c'est lambda égale 2. Donc vous avez les deux mêmes opérations, alors que clairement, a priori, les vecteurs du plan sous forme de flèche là et les polynômes, ça n'a rien à voir. Un autre truc qui n'a rien à voir, c'est les matrices d'une certaine taille. Donc vous fixez une taille de matrice, vous regardez l'ensemble de toutes les matrices de taille n croix p à coefficient dans K, par exemple n égale p égale 2, et on prend K l'ensemble des complexes pour cet exemple. Bah, devinez quoi? Deux matrices, vous pouvez les sommer. Et vous pouvez, si vous avez une matrice à coefficient complexe de taille 2, la multiplier par un complexe lambda. Donc en multipliant, encore une fois, chacun de ces coefficients par lambda. Donc à nouveau, vous retrouvez ces deux mêmes types d'opérations, l'addition et la multiplication par un nombre. Et il y en a plein des comme ça. Les fonctions de R dans R, vous pouvez les sommer et vous pouvez les multiplier par un nombre. Les suites de réels, vous pouvez les sommer, vous pouvez multiplier une suite par un nombre, etc., etc. En fait, c'est plutôt dur de trouver des objets que vous connaissez et qui vivent pas, qui ont pas ces deux opérations. Les suites de complexes, vous pouvez les multiplier par un complexe, etc., etc. Et ces opérations, on les note de la même façon parce qu'elles ont des propriétés similaires. Pour chacun des ensembles précédents, donc si je note E, n'importe lequel des ensembles précédents, l'addition sur E vérifie les quatre propriétés A1, A2, A3, A4 que j'ai notées ici. Donc la première, c'est l'associativité. Si j'ai trois éléments U, V, W dans E, donc comme on disait, ça peut être des polynômes, des suites, des matrices, que sais-je. U plus V plus W, c'est pareil que U plus V plus W, la propriété d'associativité, un truc tellement évident qu'on se demande pourquoi on a besoin de l'écrire. La deuxième propriété, c'est qu'il existe un élément neutre pour l'addition. Donc ce qu'on appelle un élément neutre, c'est un 0 en fait. C'est un vecteur, un élément de l'ensemble, qu'on note 0e, tel que si on l'ajoute à un autre élément de l'ensemble, ça change rien. Le vecteur nul dans R2 par exemple. Ensuite, chaque élément a un opposé. Donc, si vous prenez un élément U de votre ensemble, il existe un U' que vous pouvez sommer à U et ça donne 0. En général, il s'agit de mettre un moins devant tous les coefficients. Et enfin, la commutativité. Pour l'addition, c'est la dernière propriété. U plus V égale V plus U. Là aussi, dans tous les exemples précédents, ça s'applique.
Maintenant, la multiplication, elle vérifie les 4 propriétés M1, M2, M3, M4 dans tous les exemples précédents. Si vous avez un élément de E et que vous multipliez par 1, il bouge pas. Si vous prenez deux nombres dans K, que vous les multipliez, donc ça vous fait lambda mu, et qu'ensuite vous multipliez le résultat par U, c'est la même chose que si vous aviez d'abord multiplié le vecteur U par le nombre mu, puis multiplié le tout par lambda. Et ensuite, vous avez deux propriétés de distributivité qui font le lien entre l'addition et la multiplication. Si vous multipliez un élément de E par lambda plus mu, par la somme de deux nombres, c'est pareil que de faire lambda U d'une part, mu U d'autre part, et de sommer les deux. Et la distributivité dans l'autre sens, si vous avez un nombre lambda et deux vecteurs, donc deux éléments de votre ensemble U et V, alors lambda U plus V égale lambda U plus lambda V. Aucune de ces propriétés ne devrait trop vous défriser, et c'est justement pour ça qu'on les isole. On se dit que ce sont des propriétés raisonnables à attendre d'une addition ou d'une multiplication. Et l'idée des espaces vectoriels, c'est de trouver des propriétés, des théorèmes, qui vont marcher sur tous les ensembles qui ont des opérations qui se comportent comme ça. Donc ça, en quelque sorte, la raison pour laquelle ces propriétés ont l'air évidentes, c'est parce qu'on veut qu'elles soient évidentes. On veut, en gros, la base de la base pour une addition et une multiplication pour un scalaire, et ça va nous permettre d'avoir une théorie très flexible, parce que justement ces propriétés sont très basiques et s'appliquent dans un grand nombre de cas. Et à partir de ces propriétés, on va construire une théorie qu'on appelle l'algèbre linéaire, qui va être en gros l'ensemble de toutes les propriétés, de tous les théorèmes communs aux ensembles qui vérifient ces propriétés. Et du coup, si on montre, plutôt que de montrer un théorème sur les matrices, puis le même théorème mais sur les polynômes, puis le même théorème sur les vecteurs, on dit soit E un espace vectoriel, ça va être ça, le mot est lâché, et on n'a plus qu'à étudier l'espace vectoriel en général, et du coup le théorème qu'on aura obtenu marchera sur tous les exemples qu'on a vus avant en même temps. Et donc c'est ce qui justifie la définition suivante. Un espace vectoriel sur K, qu'on appelle souvent un K espace vectoriel, c'est un ensemble non vide sur lequel on a deux opérations. Une addition dite interne, puisqu'elle mange deux vecteurs, deux éléments de l'ensemble E, et elle renvoie un élément qui est toujours dans l'ensemble E, donc on reste dans l'ensemble E. Une addition qui vérifie les quatre propriétés A1, A2, A3, A4, et d'autre part, l'autre opération, une multiplication externe, où on prend un élément lambda de l'ensemble des nombres, de l'ensemble K, donc soit les réels, soit les complexes, et un vecteur U, et on multiplie les deux, et ça nous donne un nouveau vecteur. On appelle ça une multiplication externe, puisqu'on prend lambda à l'extérieur de l'ensemble E. Dans l'ensemble des nombres K. Et on veut que cette multiplication vérifie les propriétés M1, M2, M3, M4. Et si on a tout ça, si E est muni de deux opérations qui vérifient les 8 propriétés de la page d'avant, alors on a ce qu'on appelle un K espace vectoriel. Dans ce cas-là, comme on l'a vu à la propriété A2, il y a un... Pardon. Donc dans ce cas-là, les éléments de E, on les appelle les vecteurs, et les éléments de K, on les appelle les scalaires. Et comme on l'a vu à la propriété A2, il y a dans ce cas-là un élément neutre pour l'addition, qu'on appelle du coup le vecteur nul, et qu'on note 0E. Et pour chaque élément, il y a un opposé qu'on note tout simplement moins U. Voyons quelques exemples fondamentaux, qui sont ceux qui reviennent tout le temps. Donc l'exemple le plus simple, c'est R2, l'ensemble des couples de réels, c'est un R espace vectoriel. On le munit d'une addition qui consiste simplement à additionner les premières coordonnées et les deuxièmes coordonnées de chaque vecteur entre eux. Et la multiplication, de même, on multiplie chaque coordonnée par notre réel lambda. Et on peut vérifier, c'est plus ou moins évident en fait, que si on choisit ces deux opérations qu'on appelle 0 de R2, le vecteur dont les deux coordonnées sont nulles, et que l'opposé de notre vecteur c'est moins x moins y, donc on prend l'opposé de chacune des deux coordonnées séparément, alors ces deux opérations vérifient toutes les propriétés dont on a parlé avant. Dans R2, on a de plus une interprétation géométrique, que vous voyez illustrée ici, donc ça c'est la multiplication externe, et ça c'est l'addition de deux vecteurs que vous connaissez.
De là, on peut extrapoler à Rn l'ensemble de tous les n uplets de réels, qui est également un R espace vectoriel. L'addition, encore une fois, est donnée par l'addition de chaque coordonnée une par une. La multiplication est donnée par la multiplication de chaque coordonnée individuellement par le réel lambda. Le vecteur nul, c'est celui dont toutes les coordonnées sont nulles. L'opposé, c'est celui où on a collé un moins devant toutes les coordonnées. Et à nouveau, on observe que ce truc-là, l'ensemble Rn avec ces deux opérations, il vérifie toutes nos propriétés. A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3, M4, et c'est donc un espace vectoriel. Un exemple à peine plus compliqué, l'ensemble des matrices de taille n croix P à coefficient dans K, donc soit complexe soit réel, c'est un K espace vectoriel. Alors, le chapitre 2, vous l'avez pas, je m'en excuse, c'est parce que ça vient de mon cours de L1. L'addition et la multiplication scalaire, comme dans Rn, en fait, ça consiste à additionner et à multiplier chaque coefficient de la matrice, comme dans Rn, sauf que maintenant ça se présente en tableau. Un autre exemple dont on a parlé à demi-mot, l'ensemble des polynômes de degré d à coefficient dans K, ce qu'on appelle Kd de x, donc en général K égale R, mais vous pouvez aussi prendre des polynômes à coefficient complexe, c'est un K espace vectoriel. L'addition, on la donne en sommant coefficient par coefficient, et comme on a observé au tout début, ça nous redonne un polynôme à coefficient dans K et de degré d. Et la multiplication, on la prend en multipliant chaque coefficient du polynôme par lambda. Le vecteur nul dans ce cas-là, c'est le polynôme nul, c'est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls. Et on vérifie à nouveau que ce soit pour les matrices ou pour les polynômes, on récupère les 8 propriétés dont on a parlé avant. Et un dernier exemple un peu plus abstrait, l'ensemble de toutes les fonctions de R dans R, c'est un R espace vectoriel. Vous pouvez sommer deux fonctions. Comment on somme deux fonctions? On les somme non pas coefficient à coefficient, mais valeur par valeur. Pour chaque x dans R, la fonction f plus g appliquée à x, c'est le réel f de x plus g de x. De même, si lambda est un réel, la fonction lambda f appliquée à x, c'est lambda fois le réel f de x. La fonction nulle, du coup, c'est le vecteur nul dans ce cadre-là, c'est la fonction constante égale à 0. Vous pouvez aussi faire ça avec les suites, c'est-à-dire R puissance n, l'ensemble des fonctions de n dans R, c'est une autre façon de décrire l'ensemble des suites. Vous pouvez sommer deux suites, la suite un plus vn, c'est celle qui, pour tout n, le nème terme, c'est un plus vn. Et vous pouvez multiplier une suite, de même, chaque terme est multiplié par lambda, et le vecteur nul dans ce cas-là, c'est la suite constante égale à 0. Et donc ça, c'est les exemples un peu fondamentaux d'espace vectoriel. Maintenant, vous remarquerez qu'il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est de vérifier à la main les 8 propriétés dont j'ai parlé au début. Parce que c'est extrêmement pénible. Et du coup, la plupart du temps, pour montrer que quelque chose est un espace vectoriel, on va pas s'y prendre comme ça. On va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un des espaces vectoriels plus gros. Parce que dans ce cas-là, ce sera automatiquement un espace vectoriel, mais ça va être beaucoup plus facile à vérifier, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo suivante. Je vous donne rendez-vous à ce moment-là, qui pour moi est dans le passé. YouTube, c'est magique. Bonne journée.